Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour l'inauguration de ce très bel établissement à Osgore. Un grand merci pour votre présence. Je m'appelle Serge, j'ai l'honneur de lancer et d'animer cette conférence de presse, et je suis touché à deux titres d'être ici. Je vais vous dire pourquoi. Le premier, c'est que je suis moi un homme de la montagne. Je suis féru des pentes et des escapades en montagne. Et je dois vous avouer que j'ai découvert l'océan il n'y a vraiment pas longtemps. J'ai découvert l'océan il y a 3 ou 4 ans, à Osgore. Et arrivant de Lyon, ne connaissant pas l'océan, quand on découvre Osgore, c'est un vrai choc. Et on y revient. Et j'y suis revenu depuis, et j'en garde vraiment des souvenirs absolument inoubliables. La mer, les vagues, les décors, l'architecture. Voilà, donc ça me touche beaucoup d'être ici à titre professionnel devant ce lac que j'ai plutôt parcouru à titre privé, familial pendant mes vacances. La deuxième raison, c'est ma rencontre, ma découverte avec Azureva. J'ai découvert l'entreprise Azureva en tant que client en 90, quand je suis arrivé à Lyon. J'arrivais du nord en fait de la France, j'ai déménagé à Lyon et j'ai découvert Azureva dans le cadre d'une semaine de vacances au Carélis. Carélis, c'était une station de montagne que je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne connaissais pas bien en fait, et j'en garde un souvenir absolument impérissable cette semaine au Carélis, avec des équipes très accueillantes, très pro, énormément de gentillesse, beaucoup de convivialité. Et c'est le souvenir que j'ai de cette entreprise en tant que client. Des tables posées sur les pistes où on venait prendre le casse-croûte à 11h du matin. La Rosette de Lyon arrosée de Génépi, je ne sais pas si ça se fait encore. Il y avait un peu de jus de pomme, mais il n'y avait pas grand succès. Et j'ai retrouvé l'entreprise à titre professionnel, cette fois-ci en tant que consultant, en 2014-2015, pour accompagner les équipes dans le cadre, parce que mon métier n'est pas d'être journaliste, hein, je suis consultant, et accompagner les équipes dans le cadre d'une restructuration extrêmement difficile, dans un contexte économique périlleux. Et j'ai retrouvé cette fois-ci, en tant qu'accompagnant, des équipes toujours très pro, toujours très gentilles, toujours très engagées, avec un moral d'acier alors que le contexte était vraiment très compliqué. Et donc voilà, ces deux titres-là, je suis vraiment très heureux d'être ici. Mais Azureva, je pense que Jean-Luc saura en parler bien mieux que moi. Jean-Luc, c'est le président directeur général de l'entreprise à qui je vais passer la main. Merci Serge. Pour un petit discours introductif plus solennel. Monsieur le maire d'Osgore, monsieur le directeur des investissements, tourisme, loisirs, culture de la Caisse des dépôts, monsieur le directeur régional de la Banque des territoires, monsieur le directeur délégué de la Banque des territoires, messieurs les représentants de la Caisse des dépôts, monsieur le directeur territorial Link City Nouvelle-Aquitaine, monsieur le délégué général de l'UNAT, monsieur le président de l'Office de tourisme, madame la représentante de la CCI, chers partenaires, chers administrateurs, chers invités, chers amis, mesdames et messieurs. Dans son roman « La gloire de l'Empire », l'académicien Jean d'Ormesson affirme « Le présent serait inutile s'il n'y avait pas de futur, mais comme il serait pauvre s'il n'y avait pas de passé ». Cette citation illustre parfaitement l'histoire d'Azureva et pourrait être la signature de cette journée anniversaire. En 2022, Azureva fête ses 70 ans. Azureva est donc riche d'un passé qui prend corps en 1952 et qui repose sur une belle aventure humaine. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes décident d'organiser des vacances pour leurs collègues de travail en leur garantissant de ne pas dépenser plus qu'à la maison. Destination après destination, village de vacances après village de vacances, le mouvement prend de l'ampleur et devient une association loi 1901 à but non lucratif. À dessein, le modèle juridique d'Azureva profite exclusivement à ses clients et à ses collaborateurs. Au fil des années, l'association poursuit son développement national au point d'en faire un acteur historique du secteur du tourisme social et solidaire. En quelques chiffres, Azureva, c'est 31 destinations et 43 établissements
au cœur des plus belles régions de France, en bord de Méditerranée, le long de la côte atlantique, à la montagne et à la campagne. Des sites dont Azureva est en quasi-totalité propriétaire. Azureva, c'est aussi 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, plus d'1 million de nuitées, 350 CDI, 1000 collaborateurs par saison, un catalogue riche de diversité, une segmentation de son offre, 5 formules, demi-pension, pension complète, location, prestations hôtelières, camping. Depuis 70 ans, Azureva s'adresse à plusieurs types de clientèle avec pour priorité les familles. Mais Azureva propose aussi une offre séjour groupe et une offre séminaire. Aujourd'hui encore, Azureva revendique sa vocation originelle en proposant des vacances de qualité au plus grand nombre et à juste prix. L'aventure humaine s'inscrit aussi dans le respect des valeurs et des engagements assumés. Azureva agit pour concilier départ en vacances pour tous, respect des territoires d'accueil, de leur population et de l'environnement. Mais le marché du tourisme est de plus en plus concurrentiel. Comme l'ensemble du secteur, Azureva doit faire face à des aides publiques plus rares, à une montée en gamme des opérateurs touristiques du secteur marchand, au développement d'une offre de séjour à bas prix et au fort développement de plateformes de réservation en ligne. En conséquence, une adaptation aux attentes des vacanciers et aux évolutions sociétales est devenue nécessaire. Pour se démarquer, il convient de mettre en avant nos valeurs de mixité et d'accessibilité et de valoriser la diversité et l'attractivité de notre offre. Azureva doit désormais trouver un positionnement plus généraliste et un nouveau modèle économique qui lui permettront de se réinventer et de se développer dans cet univers en perpétuelle évolution. Ce positionnement doit être communiqué le plus clairement possible et en tenant compte de notre passé, de nos valeurs et surtout de notre savoir-faire. Parallèlement, pour répondre aux enjeux de qualité et de modernisation, Azureva a comme ambition de rénover ses infrastructures à court et moyen terme. Et pour ce faire, les administrateurs d'Azureva ont validé une stratégie qui confirme notre positionnement et organise notre programme d'investissement. Cependant, procéder à la rénovation et à la mise aux normes des bâtiments et des équipements, qu'il s'agisse de normes d'accessibilité, handicap, qualité et confort, digitalisation, durabilité, etc., est parfois complexe pour un établissement de taille intermédiaire. En ce sens, l'intervention de l'État et la confiance accordée par nos partenaires financiers contribuent à la réalisation de nos projets majeurs et au renouveau du patrimoine immobilier de notre association. Le site qui nous accueille aujourd'hui en est de parfait témoignage, comme il témoigne de notre souhait d'ancrage local et de notre respect des identités locales. Pendant 70 ans, Azureva a su s'adapter tout en conservant son esprit et son ADN. L'association le doit aux femmes et aux hommes qui la composent, à ses partenaires, à ses clients, et je les en remercie. Mais vous l'aurez compris, Azureva poursuit méthodiquement et avec ambition sa révolution. Une révolution dont vous allez découvrir les pages futures tout au long de cette matinée. Une révolution qui promet de belles histoires pour les 70 prochaines années. Je déclare donc ouverte cette journée anniversaire. Bon anniversaire à Azureva et donc merci de votre attention. Merci Jean-Luc, merci beaucoup Jean-Luc. Donc bon anniversaire et l'histoire ne fait que commencer. Hein. Oui, je vais laisser la parole à Jean. Jean Pauchois, c'est le directeur général de l'entreprise. Nous, on s'est rencontrés au creux de la vague, hein, un moment qui était très délicat, 2014-2015. Je vous laisse refaire cette page d'histoire, la récente, qui a été quand même sacrément mouvementée. Oui, alors d'abord bonjour à toutes et à tous, à ceux que j'ai pas pu encore saluer. Oui, mon arrivée, c'était 2014, en effet, et le conseil d'administration, les administrateurs venaient de décider, de prendre une décision malheureusement très utile,
un plan de restructuration d'envergure, j'allais dire nationale, puisque évidemment nos sites sont dans toute la France. Donc c'était une arrivée un peu compliquée pour moi, parce qu'on n'arrive pas dans un plan de développement, on est plutôt dans un plan de restructuration. Et le challenge de toutes les équipes et des administrateurs aussi, parce que finalement c'est un tout. Les uns sans les autres, on ne peut pas travailler, c'était de redresser la barre en 2014 et d'atteindre un équilibre général qui était planifié en 2019. Alors évidemment, c'est presque de l'humour parce qu'en 2019, vous savez ce qui s'est passé, c'est-à-dire en fait, on a eu la crise du Covid, on était arrivé à nos objectifs. On a fait un plan de développement, on avait écrit une stratégie tous ensemble sur 5 ans qui a été respectée. Et arrive la crise du Covid, donc arrive bien évidemment toute la problématique que chacun d'entre vous a pu vivre à son niveau, qui a été un stop, je dirais, tout au moins des saisons d'hiver, et surtout une modification fondamentale de tous les esprits, que ce soit de la clientèle ou que ce soit des collaborateurs. Et je crois que c'est là-dessus que la crise aura eu un impact, je dirais, pérenne, puisque le reste de la crise sur l'aspect financier, c'est un sujet dans lequel, fort heureusement, nous, on a attaqué cette crise avec une situation financière qui était plutôt favorable. Donc ça nous a permis de ne pas se presser dans les décisions et être pris par le temps. Mais surtout, et je crois que tout le monde en a été conscient, hein, l'aide de l'État, et notamment les aides financières qui ont été accordées ont permis de passer cette crise. Mais ceci étant, la crise, ça a été un stop de développement de 2 années. Parce que vous vous êtes arrêté en 2020, il y a eu des établissements fermés. Oui, il y a eu des établissements qui ont été fermés complètement. On a même été obligé, comme les fermetures, c'était des fermetures de restauration, des restaurants. Donc les restaurants n'ont pas besoin d'une grande anticipation pour fermer. Donc les décisions de fermeture ont été subites. Et il nous est même arrivé d'avertir des clients sur la route. Puisque nous, notre offre, pas ici il y a une offre hôtellerie et restauration séparée. Mais l'offre des villages vacances, qui est quand même majoritaire chez Azureva, c'est une offre avec restauration comprise. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas ouvrir la restauration, évidemment, vous n'avez plus d'offres. C'est-à-dire que c'est évident que dans un village vacances, si jamais on ne donne pas la restauration comme service, le client ne souhaite pas rester dans une version hôtelière, surtout quand dans la station dans laquelle on est implanté, les restaurants sont fermés. Donc, voilà. Donc ça a été une fermeture qui n'a pas été une fermeture vraiment administrative d'ailleurs, hein, des villages vacances, ça a plus été une fermeture indispensable due à la crise. Alors vous avez été un des secteurs les plus impactés. Et moi, je me souviens, on reprend contact pour préparer un événement. Je crois que c'était l'année dernière. Et Jean je me dis, mais putain, c'est catastrophique, quoi. Et Jean me dit, c'est une incroyable opportunité. Et alors, je suis quand même très interrogatif. Je dis, mais comment cette catastrophe-là peut être une opportunité ? Et c'est là qu'on renoue notre page d'histoire. Mais c'est intéressant que vous puissiez nous dire un peu, c'est quoi le raisonnement en disant que la crise sanitaire aura été une opportunité ? Alors, bon, évidemment, quand on dit ça, on peut être surpris. Parce que cette crise, malheureusement, a été dramatique à de nombreux niveaux. Donc, quand on parle d'opportunité, c'est plutôt que cet arrêt sur image nous a permis d'avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur les évolutions des mentalités. Et aussi, c'est aujourd'hui où c'est 70 ans d'anniversaire d'Azureva, ça a été aussi l'occasion de se pencher calmement, sans opération et sans nécessité de courir après le temps, sur c'est quoi Azureva et qu'est-ce que l'on propose et qu'est-ce qu'on représente dans le paysage touristique français, puisque les villages vacances, c'est particulièrement le tourisme français, francophone, même si nous avons des personnes étrangères qui viennent. Et donc on s'est posé la question, comment écrire un plan de relance qui tienne compte de ce positionnement d'Azureva et de ses 70 ans d'expérience. Et en ça, je dis que ça a été une opportunité parce que les opérations des entreprises, enfin des associations, parce que c'est une association, mais c'est avant tout une entreprise économique, des entreprises comme la nôtre, c'est un tel rythme
que cet arrêt sur image ne peut jamais se faire, je dirais, de façon profonde. Et donc on est poussé par l'opération, par l'arrivée du client, par son bien-être, et finalement même en période hors saison, on prépare la saison d'après. Enfin c'est toujours on chevauche. Et là on s'est vraiment penché et on s'est dit c'est quoi Azureva? Et pas miracle, mais je dirais c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que ce que font les femmes et les hommes qui ont créé Azureva et ce que font en général d'ailleurs les opérateurs du tourisme social et solidaire depuis 70 ans, c'est aujourd'hui ce qui revient complètement avec la crise notamment, c'est même plus que l'air du temps, c'est dans la nécessité de la clientèle et des citoyens et que toutes les valeurs que l'on défendait aujourd'hui sont des valeurs qui sont reprises par alors je ne vais pas citer de nom, mais par énormément de groupes commerciaux sans aucune légitimité. Et nous, depuis 70 ans, on faisait ça sans le faire savoir, sans le communiquer. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est des valeurs qui aujourd'hui sont reprises dans tout le tourisme, qui sont la régionalisation, c'est-à-dire l'ancrage dans le territoire, c'est-à-dire le partage, avant tout l'accueil et l'humain, et puis la découverte, c'est-à-dire, je rappelle que le mouvement du tourisme social à l'époque, c'était aussi pour que les salariés partent en vacances, mais c'était en même temps un esprit de leur faire découvrir des choses qu'ils n'avaient jamais découvertes puisqu'il n'y avait pas eu de vacances. Et donc, que ce soit le bain dans la mer ou que ce soit la culture régionale ou que ce soit la culture en général. Et donc, cet apprentissage qui est en fait aujourd'hui demandé, qu'on appelle aujourd'hui modernement l'expérience, expérientielle, on fait ça, nous, depuis 70 ans. Donc, on s'est dit, mais on a quand même une légitimité et on doit le communiquer. Et on a des sites, alors aujourd'hui vous le voyez sur cet hôtel, mais on le voit sur 80, même j'ai tendance à dire 100% de nos sites. Ce sont des emplacements exceptionnels dans des territoires qui ont énormément à faire découvrir. Et finalement, notre mission, c'est de recevoir nos clients et de leur permettre de découvrir cette culture, de découvrir ce territoire et de permettre aussi, dans l'ancrage dans le territoire, de participer à la création d'emplois du territoire, mais aussi d'avoir des liens avec l'Office du tourisme, avec la municipalité. Et cet ancrage-là, dont aujourd'hui, je dis, la majorité des groupes se revendiquent, en réalité, nous, on est spécialistes sans l'avoir dit. Alors pourquoi pas l'avoir dit? Parce que depuis 70 ans, il n'y en avait pas le besoin. Et pourquoi la crise? Parce que la crise, vous le savez, a amené dans la clientèle touristique cette envie de naturel, de rapport humain, de côté, quel que soit le luxe que l'on propose ou pas de la prestation, parce que ça n'a rien à voir. Ces éléments-là, par exemple ici, c'est un petit peu plus luxueux qu'un autre village vacances, mais l'ancrage et les valeurs qu'on défend sont exactement les mêmes. Et on s'est dit, voilà, donc ça, c'est ça notre stratégie. C'est pas la peine, on va pas aller inventer des stratégies. Nos administrateurs, il faut savoir que Azureva a été construit par des femmes et des hommes qui sont encore là et qui ont construit souvent les villages, qui les ont fait vivre. Ils font ça depuis 70 ans. Pourquoi nous, de quel droit, on essaierait de faire autre chose? Surtout quand ces valeurs-là et ces expériences sont demandées par la clientèle. Oui, c'est intéressant parce que c'est pas très courant comme démarche. Vous dites, vous dites, on va rebâtir une stratégie commerciale d'entreprise à partir de valeurs qui existent depuis 70 ans. Oui. Qui sont très identitaires en fait. Donc c'est ça qui se passe. Tout à fait. Et c'est ce que je crois c'est pas je crois, les analyses montrent que c'est ce que demande la clientèle. C'est-à-dire cette découverte du territoire, cet ancrage, ce naturel, avant le plus important c'était de mettre la serviette sur le sable et de bronzer. Ça l'est toujours encore parce que bon, on n'échappera pas. Mais il y a derrière une demande de découverte, d'expérience que nous offrons donc depuis 70 ans. Donc on le met en valeur. Ouais, parce que moi je ne connais pas ça par cœur, hein, mais je me rappelle que moi c'est ce que j'ai vécu en tant que client quand je l'ai découvert en 90, d'accueil, de convivialité, de gentillesse. Absolument. Et ça a l'air, en tout cas de l'extérieur, plutôt partagé par les équipes. C'est pas cosmétique, quoi. Alors ça a été partagé par les équipes, qui évidemment, et je pense que quand on parle de la crise, on est obligé de parler aussi des équipes, et avant tout des équipes, parce que la souffrance a été importante. Hein. Fermer un village vacances, cette volonté d'échange, de partage avec la clientèle, fait que à double titre, les collaborateurs ont souffert. Ils ont souffert d'abord de voir leur entreprise fermer des établissements et l'incertitude qui pouvait planer autour de ça, mais ils ont souffert aussi du fait que leur métier, c'est avant tout la rencontre de l'autre.
Et là, la rencontre de l'hôte se faisait ou plus, ou via des écrans vidéo. Et avec le client, c'était plus du tout sur la période de fermeture. Donc cette souffrance, le client a souffert de son côté parce qu'il ne pouvait pas partir en vacances. Et ce qui a sauvé, et qui à mon avis est un élan national, ce n'est pas uniquement un élan d'Azureva, c'est que la clientèle a profité des moments d'ouverture de façon encore plus forte que par le passé. C'est-à-dire en fait la clientèle est venue encore plus volontiers sur les établissements qu'il ne le faisait avant. Et nous, comme notre ADN, c'est quand même de développer du tourisme pour tous, quel que soit le type de bâtiment que l'on a et d'exploitation que l'on présente, ben c'est évident qu'on a vu pendant cette crise, pendant les périodes d'ouverture, toute une clientèle nouvelle qui avant partait un peu à l'étranger, etc., qui est venue, mais qui a découvert ce que finalement on devrait tous savoir, c'est que les pays lointains sont très agréables ou extérieurs sont très agréables, mais que chez nous, on a aussi, alors c'est pas du cocorico, mais on a aussi des choses extraordinaires à faire découvrir et des moments passionnants à passer. Donc, et vous pensez que c'est durable ? C'est durable, oui, c'est durable et je crois que c'est un peu l'opportunité, ce que j'appelle l'opportunité de cette crise, c'est que ça nous a ramené sur des valeurs qui sont profondes et qui de ce fait vont être durables. Alors après, il y a la contrepartie, c'est que la contrepartie de ça, c'est qu'au niveau des salariés, il y a toute une modification d'appréhension du travail qui a lieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie qui est importante, c'est que l'on doit développer notre marque employeur, et c'est ce que nous faisons, autour des mêmes valeurs, pour pouvoir proposer une nouvelle aventure aux nouveaux collaborateurs, et pas simplement un salaire, un poste, ou un poste, un salaire. C'est un poste, un salaire, et une raison de le faire, une raison d'être. C'est fondamental parce que lorsqu'on est dans un village vacances ou dans un hôtel, on ne travaille pas comme dans un bureau. C'est-à-dire qu'on a des heures de travail qui sont importantes, on a de la pression, on travaille le dimanche, on travaille quand tous les autres sont reposés, enfin se reposent. Donc si on n'a pas une autre raison que le salaire, c'est sûr qu'on se dit finalement c'est pas mal aussi d'être dans un bureau ou dans un commerce plus calme. Jean, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que si Jean ne l'arrête pas, à 14h, on y est encore. Hein. Donc c'est pour ça que je l'interromps. Jean, moi je vous ai interpellé quand on préparait, quand on réfléchissait, je disais mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui tourisme social ? Parce qu'il y a une connotation qui est parfois un peu péjorative dans le tourisme social. Hein, on pense à l'après-guerre, à la poste, au congé payé, etc. Enfin, toute votre histoire, quoi. C'est quoi le tourisme social aujourd'hui, remis au goût du jour, vous dites c'est moderne, ces valeurs-là sont très très modernes. C'est quoi le tourisme social aujourd'hui pour Azureva en tout cas. Alors, il y a pour Azureva, et puis il y a pour moi à titre personnel, et puis on a aujourd'hui le délégué Simon Thirault, le délégué général de l'UNAT, qui pourrait intervenir, mais c'est vrai que je crois que le tourisme social a évolué considérablement ces 10 dernières années et qu'il est en train encore d'évoluer et de se poser la même question que celle que vous venez de me poser. C'est-à-dire, c'est quoi ? Parce qu'avant, c'était du tourisme de personnes ne pouvant pas avoir accès aux vacances. Donc, c'était vraiment cet angle-là qui était prédisposé. Mais le modèle économique était un modèle de subventionnement des opérateurs, ou tout au moins de financement des opérateurs, dont Azureva a fait partie, et qui, de ce fait de ce financement, pouvaient pratiquer des tarifs très bas et permettre aux salariés qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Et ça vous avez le même phénomène en culture d'ailleurs, c'est amusant, dans le phénomène culturel, ça a été complètement modifié, et en fait aujourd'hui, l'aide est apportée aux salariés. Alors que ce soit avec la NCV qui gère des programmes sociaux ou qui gère le chèque vacances. Par exemple, le chèque vacances, c'est typique de la modification. C'est qu'avant, le chèque vacances était ciblé sur les vacances. Aujourd'hui, vous pouvez payer l'autoroute, McDo, enfin bon, c'est un moyen de paiement. Donc, et vous pouvez même aller peut-être au Club Med, je ne sais pas, je ne prenne pas le club. Bon, enfin bon. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle économique change. Il n'y a plus de financement de l'opérateur, il y a un financement de l'aide à la personne. Donc, il y a évidemment un problème de modèle économique. Et ça, c'est la vérité première de la problématique qui se passe dans l'exploitation, c'est que vous avez des clients qui sont aidés pour venir chez vous, et vous,
l'aide a disparu sur cette partie-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos prix, il faut essayer donc la volonté aujourd'hui, c'est de retrouver cet équilibre qui permet à la fois de profiter à tous et à la fois d'avoir un modèle économique stabilisé. Alors, c'est quoi le tourisme social aujourd'hui? Du coup, évidemment, ça concerne une beaucoup plus grande frange de clientèle. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment la personne qui n'arrivait pas à partir en vacances. Aujourd'hui, vous avez des cadres moyens, même des cadres sub qui sont aussi heureux. Et cette mixité est assez intéressante d'ailleurs. Parce que du coup, c'est une vraie mixité sociale, quoi. C'est-à-dire qu'ici, on fait des efforts pour recevoir des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Alors, on fait des efforts avec des programmes, on a des accords avec l'NCV, on a des accords avec des programmes de commerciaux, des associations comme Génération Mouvement, qui est une association qui travaille avec les retraités pour faire de l'accueil et justement du soyons ensemble. Et ça, tous ces accords que l'on passe font qu'on essaye d'équilibrer nos tarifs pour être le plus bas possible et de jouer la flexibilité tarifaire justement pour essayer de garder ce tourisme pour tous. Mais après, le deuxième élément qui est fondamental, c'est les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs qu'on défend, les fameuses valeurs dont je parlais, qui sont reprises par des entreprises qui ne sont pas du tout sociales, ce sont des valeurs de base sur lesquelles on se défend pour garder ces valeurs et pour surtout les apporter à nos clients. Parce que ces valeurs-là, on passera peut-être un film à Charlotte sur les valeurs tout à l'heure, mais ces valeurs-là, grosso modo, on va les trouver aussi chez vos concurrents. Oui, évidemment, ce sont les valeurs qui reviennent à la mode. Vous savez, c'est comme, mais c'est plus qu'à la mode parce que c'est pas les pattes d'éléphant qui reviennent aujourd'hui et qui repartiront demain. C'est ancré dans l'humain, c'est ancré dans le social, et donc tout le monde revient sur le morceau de gras, je dirais. Mais on a cette légitimité qu'ils n'ont pas. Et il faut qu'on la fasse savoir. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a un énorme effort commercial et de communication à faire pour faire savoir que cet ADN-là, c'est quand même, ce sont des gens qui ont été formés, ce sont des collaborateurs formés, c'est un état d'esprit. Et cet accueil-là, je dirais qu'on le fait, on ne va pas comparer, mais on a plus de légitimité à le faire. Voilà. Donc, il y a donc plus d'expérience aussi. Voilà, donc ça, c'est important. Charlotte, on a un film sur les valeurs. Voilà, donc pendant cette période de crise, vous voyez la baseline, ce qu'on appelle en dessous du logo, qui était vacances en terre au singulier de partage, et donc passé l'accueil en terre au pluriel de partage. Alors ça paraît peut-être ridicule, mais c'est un vrai symbole sur lequel on tient, au-delà des vacances. D'abord, Azureva, c'est aussi bon, vous l'avez compris, pour ceux qui ne connaissaient pas Azureva, c'est avant tout des villages vacances, des villages clubs. C'est avant tout la notion d'accueil et d'humain qu'on veut mettre en avant. Et le partage, c'est plutôt l'éther, c'est-à-dire dans chaque terre dans laquelle nous sommes, nous faisons cet accueil et nous partageons les valeurs de cette terre. Cette baseline, pour nous, elle nous tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que ce changement, même si c'est un clin d'œil, il est profond au niveau de la symbolique. Et c'est cette année, c'est pas par hasard qu'on l'a modifié. Et c'est cette année qu'on a lancé ça et qu'on a lancé aussi notre segmentation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une segmentation qui est aujourd'hui basée sur Azurion. Vous avez vu Azurion, notre mascotte, c'est la mascotte d'Azureva.
C'est-à-dire qu'on a un Azurion dans tous les villages. C'est-à-dire les villages, vous savez la différence, dans le village vacances, il y a une animation, il y a des animations qu'on n'a pas dans l'hôtel, bien que dans un club, souvent on fait des animations, mais enfin ça c'est un autre sujet. Et donc on a cette mascotte qui est la mascotte des enfants, le truc, mais qui va plus loin. C'est-à-dire elle vous a accueilli aujourd'hui, mais on fait une segmentation avec les authentiques et les sélections. Alors pourquoi ? Justement, pour pouvoir répondre à cette nouvelle attente. C'est-à-dire l'authentique, c'est celui qui reste vraiment authentique, alors l'autre l'est aussi, mais tel que Azureva était avant, modernisé, rénové, mais authentique. Le sélection, c'est pour répondre à toute une gamme de demandes, même des gens du tourisme social, qui est d'avoir une gamme un petit peu plus élevée qui permet, comme ça, avec ce critère-là, d'avoir autre chose que les étoiles, puisque vous savez que le classement en étoiles fait par Atout France, c'est avant tout un classement. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble sur le classement des villages vacances, mais c'est avant tout hôtelier. Et donc, si vous êtes dans un village vacances 4 étoiles et que vous attendez à avoir un hôtel 4 étoiles, vous pouvez être déçu. Donc, il vaut mieux aller dans un sélection, vous savez ce que c'est, plutôt que d'un 3 ou 4 étoiles où on compare, comme ici, un hôtel, c'est facile, mais dans le village vacances, c'est beaucoup plus compliqué, ce classement. Et après, on a tous nos sites que l'on présente, c'est-à-dire on a des clubs qui sont généralement à la mer, on a des clubs montagne qui sont à ce moment-là, excusez-moi, c'est pas très original, à la montagne. On a des villages à thème, ce qui est une spécificité Azureva, je crois, notamment un village, pour à titre anecdotique, à Longeville, qui vous reçoit avec votre chien, votre animal de compagnie, chien, pas chat, parce qu'on ne va pas mélanger les deux, et les animations sont autour de vous et du chien. C'est-à-dire qu'on a des maîtres chiens, on a des animateurs qui sont autour de ça, et ça a beaucoup de succès. Et ça a beaucoup de succès aussi pour les gens qui n'ont pas de chien, parce que c'est assez intéressant de voir ces animations autour. Et on en a d'autres, on en a sur la danse, on a un village à Hauteville qui a été décoré par des artistes peintres, et toutes les façades, ce qu'on appelle le street art, mais toutes les façades ont été peintes par des artistes de street art, et je crois que c'est le musée à ciel ouvert avec 37 œuvres différentes dans le village. Et donc à ce moment-là, toutes les animations sont basées autour de la peinture et de la région, de la couleur et de la région, ou de la photo et de la région, ça on élargit un peu, pour pas... Et les gens donc vont, s'ils vont visiter les dunes, il y a toujours un petit mot, une petite expérience autour des couleurs, de la photo et du dessin. Voilà. Et après, on a évidemment des résidences hôtelières dans lesquelles on applique la même chose avec une conciergerie, c'est-à-dire découvrir la région et toujours le même esprit. On a quelques hôtelleries de plein air, donc c'est des habitats légers, le HLL. Et puis on a 2 hôtels, dont celui dans lequel vous êtes aujourd'hui et un autre qui est dans les gorges du Tarn, qui s'appelle la ville s'appelle La Malène, enfin le village. Voilà, et donc cette segmentation est fondamentale pour que nos clients sachent se reconnaître et sachent qu'ils vont trouver. Parce que finalement, si vous dites on va à un village vacances et que vous tombez à Longeville, vous n'avez pas la même animation et le même esprit qu'à Hendaye. Donc c'est important que le client puisse se retrouver. Et ici, Osgore, c'est hôtel. Hein. Alors ici, c'est un hôtel, restaurant, qui était avant un village vacances, mais qui n'a pas la structure de réception, si vous voulez, d'un village vacances. Pour un village vacances, il faut pouvoir avoir des clubs enfants, donc il faut des salles de clubs, il faut des clubs ados, etc. Là, ici, on est plutôt sur le bien-être, le partage, mais et on reprend le même esprit, parce que si vous voyez les communs que vous avez pu visiter ce matin, on voit que l'effort a particulièrement été fait sur la rénovation des communs et sur cette notion de partage. Parce qu'on aurait pu avoir moins d'espace en commun et faire une salle, je sais pas, mais on a souhaité que vraiment ce partage puisse se faire sur tout le rez-de-chaussée qui est quand même assez grand. Et qu'est-ce qui est spécifique Osgore ? C'est quoi la différence Osgore par rapport à tout ce que vous avez d'autre ? Particularité d'Osgore. Alors, je sais que Julien nous en parlera un peu tout à l'heure sur l'aspect architectural. Alors, si on ne parle pas de l'aspect architectural, le spécifique, c'est qu'on est dans un hôtel qui est 3 étoiles, dans lequel la prestation proposée est entre 3 et 4, et dans lequel le tarif proposé est vraiment sur 3. Voilà. On est sur un effort de prestation,
qui n'est pas forcément valorisé, mais qui est valorisé dans les faits. On a un chef et une équipe, parce que c'est jamais un chef tout seul. On a une restauration qui est très intéressante, qui met le produit local sous des formes assez originales, puisque notre chef a beaucoup voyagé à travers le monde, et donc il amène des petites touches, mais c'est des produits locaux. On fait tout en produits naturels, enfin naturels. On ne va pas manger du plastique, mais je veux dire, des produits frais, des produits qui sont travaillés. Et on retrouve cet accueil et ce partage par le fait qu'on a une conciergerie qui est très locale. C'est-à-dire dans laquelle on vend. On n'est pas là pour vendre, mais on fait découvrir la région et on implante vraiment. Et alors en plus, vu la situation, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est loin des aspects régionaux d'ici, de Hossegor. On est en plein au centre. Et il y a des animations aussi, locales, régionales, encore, ou qui ont démarré ou pas? Alors les animations qui sont faites sont souvent des artistes locaux. Là, vous le voyez même, ça va plus loin que les animations. On a une petite exposition aujourd'hui avec un artiste qui peint sur des planches de surf qui ne sont plus utilisées. Et le résultat est assez magnifique. Mais il y a énormément d'événements qui se passent ici, on n'est qu'au début, puisque... Là, avec la crise, même si on a fait une saison, on n'est pas encore très évolué dans tout ça, mais on a, oui, des animations qui sont toujours locales. Et pourquoi on voit peu ou pas, ou en tout cas, moi, j'ai pas bien vu le logo Azureva ici, par exemple. Il y a une raison ou pas? Alors oui, c'est by Azureva. Alors c'est pas qu'on veut y faire les Américains. Ça veut dire que c'est Azureva, c'est évidemment, mais Azureva est une association, mais c'est un groupe qui a qui a une image, alors qu'il y avait avant, qui avait une image poste, puisqu'évidemment au départ c'était 100% de clients postiers, donc il a fallu se lever, enfin c'est pas la lever parce qu'on renie pas, mais il a fallu modifier cette image pour aller chercher une clientèle non poste. Bon, ça c'était le premier point, ça c'est un certain temps. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a une image très village vacances. Or, vous le voyez, on propose une gamme d'hébergements différentes et donc on propose des expériences différentes. Et celle-là, si on avait dit Azureva, on aurait une continuité avec l'ancien village vacances. Or en fait, on a quand même, alors on a des clients de l'ancien village vacances qui viennent et qui sont ravis, heureusement, et ça c'est très important, mais on a quand même, c'est une offre totalement différente. Donc si on avait mis Azureva en gros, on ne changeait pas cette offre. Donc on a mis, alors en plus historiquement l'hôtel du Parc, c'est un nom historique, c'est un établissement emblématique d'Hossegor et c'est sculpté sur la façade qui est classée. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu garder ce nom, parce qu'il y a, à titre anecdotique, il y a un hôtel du Parc à 3 km à Cap-Breton, donc commercialement on aurait pu se dire on va s'appeler autrement. Mais historiquement, et justement, l'ancrage dans la région, on a dit tant pis. Même si ça nous fait une concurrence, on se met avec l'hôtel du Parc. Voilà. Bon, ça c'est la différenciation commerciale. Alors, moi, de par mon métier, je suis sensible à un aspect qui est l'aspect équipe et homme. Vous avez parlé du chef tout à l'heure. Aujourd'hui, où qu'on aille, quels que soient les secteurs d'activité, le vôtre particulièrement, on a une crise de recrutement, une pénurie de gens, qualifiés ou pas, qui est quand même assez incroyable dans le pays. Vous êtes sensible aux équipes, vous êtes sensible au recrutement, vous êtes sensible à la fidélisation. Vous avez parlé de marque employeur tout à l'heure. 2 mots là-dessus, parce que ça va être aussi un enjeu de réussite pour vous dans les années qui viennent. Ça va être plus qu'un enjeu. Je pense que le métier dans la globalité de l'hôtellerie-restauration village vacances doit réinventer les métiers qui le composent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit réinventer ces métiers-là parce que ce que je disais, qui est une vérité, les gens aujourd'hui raisonnent différemment. Travailler le week-end, c'est pas forcément porteur. Travailler fort et dur et avec souvent une tension, parce que s'il y a des tensions, c'est pas très porteur. Et donc, on est en train de travailler énormément sur la marque employeur. Et on propose, si vous voulez, certes un poste, certes un salaire, mais on propose aussi toutes les valeurs qu'on partage avec nos clients à partager avec nos salariés. Et puis, on propose surtout un plan de formation et une mobilité possible. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez Azureva, maintenant, vous avez la possibilité, selon vos souhaits et vos compétences aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça, vous avez la possibilité de passer d'un poste à l'autre et donc vous avez la possibilité d'agrémenter votre savoir-faire et de rentrer dans un esprit. Alors,
moi j'aime pas dire familial parce qu'on est avant tout une entreprise, hein, bon, donc, mais un esprit quand même moins. Tu sais, je suis un ancien d'Euro Disney. Voilà, on n'est pas avec la même approche quand même. Et je pense qu'il faut le faire savoir parce que c'est quand même une approche qui est, alors j'ai rien contre Euro Disney, hein, là, mais on est dans une approche beaucoup plus ronde, beaucoup plus humaine, beaucoup plus, on tient compte de la personne, on essaye. Après, évidemment, il y a toujours des accidents. Hein, je veux dire, malheureusement, l'humain est toujours ainsi fait, hein, mais on essaye de forcer ça parce que notre offre, finalement, on a beau écrire, on a beau avoir un siège, on a beau avoir des partenaires, c'est nos collaborateurs qui la font. Hein. Si vous voulez partager quelque chose, c'est pas moi qui partage avec les clients. C'est bien mes collaborateurs qui sont ici. Donc, s'ils ne sont pas heureux, s'ils n'ont pas la même ADN, s'ils n'ont pas envie, on peut dire nous ce qu'on veut, dire voilà, Zureva c'est ça, mais derrière, l'expérience client, elle n'existe pas. Ils sont plutôt heureux ou pas? Pardon ? Ils sont plutôt heureux ou pas? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours aussi motivés et aussi dévoués. Et je pense que lorsqu'on est malheureux, c'est difficile de rester dévoué et motivé. Donc j'en déduis que ça va. Bon, évidemment, ils seraient plus contents, je sais même on pouvait doubler les salaires, mais ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais bon, voilà, on suit l'économie. Bon, Jean, vous avez parlé de positionnement, on a parlé d'équipe. Moi, je me souviens avoir échangé il n'y a pas très longtemps avec certains de vos équipiers ou certains managers qui se questionnent aussi sur le futur, qui se questionnent aussi sur des aspects d'évolution du métier, parce que les métiers vont beaucoup évoluer, notamment de digitalisation. Parce qu'on commence à pas mal parler de digitalisation chez vous aussi. Là, je vais donner la parole à Bruno Munieux. Bruno est notre directeur commercial marketing com, et donc il est spécialisé dans ce domaine-là. Merci Jean, je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Je salue toutes les personnes que je n'ai pas encore vues tout à l'heure. Pour ma part, j'ai rejoint Zureva au mois de septembre. C'est encore assez récent, mais suffisamment important pour que j'ai compris l'ensemble des enjeux. Je suis en tout cas très heureux d'avoir rejoint cette équipe et ce formidable challenge qui va nous occuper fortement dans les années à venir. Côté commercial et marketing, il y a deux enjeux importants de notre côté à mener, avec l'équipe qui est autour de moi, une trentaine de personnes, à savoir notamment des enjeux de marque, de notoriété et des enjeux de développement commerciaux auprès de nouvelles clientèles. Sur la partie marque, je vous ai fait un petit extrait de ce qui m'a semblé être le plus important de vous dire ou de vous expliquer ce que l'on faisait et ce sur quoi nous étions focusés aujourd'hui, en particulier sur la dynamique autour de la marque Zureva, qui est une marque qui est confrontée à un historique et qui a besoin de rajeunissement et qui a besoin de faire parler d'elle aujourd'hui, notamment par rapport à sa réouverture sur le marché et par rapport à l'acquisition de nouveaux territoires, que ce soit de nouveaux territoires en France, mais aussi à l'étranger, puisque nous sommes historiquement très peu présents sur l'étranger, et de le faire sur des canaux qui sont des canaux traditionnels, bien sûr, à travers la télé ou à travers la radio, mais aussi beaucoup sur le web, au travers différentes initiatives, et aussi par des présences assez innovantes, comme celle qui est prévue en novembre sur le salon Made in France, puisque pour la première fois, Zureva, Made in France, quelle marque plus pertinente que nous pourrait représenter la France sur le Made in France, et nous serons présents sur les 4 jours en novembre à Paris, à cette occasion-là. Et sur le web et sur la partie digitale, on a lancé un certain nombre d'initiatives, notamment le Tour de France des influenceurs. Alors on a mis le petit logo ici, c'est un Tour de France que l'on a initié tout début janvier. On a fait le tour des plus belles régions de France. On a fait la saison 1 qui était le ski, la saison 2 qui était les soleils d'hiver, l'héliotropisme en France l'hiver, sur Robin-Carmartin et ici même à Osgore. Et puis on va poursuivre sur l'été, des destinations estivales à venir, notamment en Bretagne et dans les Vosges, avec à chaque fois le rassemblement d'influenceurs nationaux, d'influenceurs locaux, la production de contenu, d'images, de vidéos, de rushs que l'on publie et que l'on fait rayonner sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, qui est un des réseaux sociaux favoris pour le moment d'Azureva. Donc je vous invite d'ailleurs, ou tout simplement vous connecter à YouTube et de faire
de taper Tour de France Azurava, vous verrez toutes les vidéos et tous les rushs qui ont été établis jusqu'alors sur les Tours de France. C'est intéressant d'ailleurs de les récupérer parce que ces liens URL permettent d'être facilement renvoyés à des clients, à des prospects ou à des partenaires, et on peut les utiliser de manière assez pratique, et ils mettent vraiment bien en valeur la destination et les atouts des régions concernées. Sur le deuxième volet, Charlotte, je veux bien que tu switches sur la partie commerciale. La partie commerciale, c'est toujours un peu le même triptyque: recrutement, fidélisation et nouvelles techno. Alors sur le recrutement, eh bien, nous sommes partis sur la réactivation de toutes les bases clients qui sont historiques chez Azureva. On a des gros fichiers clients qui ne demandent qu'à être travaillés. Donc on a entrepris un très gros travail, et l'ensemble des contributeurs, qu'ils soient les commerciaux terrain comme les commerciaux sédentaires sur le plateau de réservation à Bourg-en-Bresse, eh bien, en charge de cette réactivation, de manière à travailler nos 700 000 contacts du mieux possible. Sur cette rubrique de recrutement, on est aussi sur une logique d'intermédiation, c'est-à-dire qu'on connaît notre limite en termes d'acquisition directe, en termes de vente directe. On sait aussi que l'on doit utiliser l'intermédiation sur certains aspects de la vente. On va parler des OTA, donc Booking bien sûr, pour tout ce qui est last minute, dernière minute. Les OTA comme Expedia, comme last minute, comme Booking sont très très forts pour pouvoir nous proposer des réservations et remplir la veille ou l'avant-veille du départ. Mais aussi, on utilise des agences de voyage et aussi des flash sellers, comme showroom privé, comme vente privée, sur lesquels on décide d'allouer des stocks, parce qu'on sait qu'en avant de saison, on sait que sur des créneaux bien particuliers, ils peuvent être extrêmement forts, en force de frappe. Et ça nous permet aussi d'acheter de la notoriété, puisque lorsqu'on va sur vente privée, évidemment, ce sont des millions d'utilisateurs en France ou à l'étranger qui nous voient. Sur la fidélisation, eh bien, on essaie de reformaliser un peu l'approche de fidélisation de manière à inscrire dans le temps des temps forts, des événements qui nous permettent d'être reconnus, d'être attendus par nos clients. On a une offre 70 ans qui est en cours depuis mardi. Une offre 70 ans qui est assez percutante en termes tarifaires, en termes d'accompagnement. On fait un carton depuis mardi, depuis que ça a été lancé. Donc on a doublé, voire triplé le nombre d'appels et le nombre de transactions sur le site. Donc on se réjouit. L'offre est valable pendant 1 mois. Donc si vous avez à relayer une offre et à retenir une information, je vous propose de la relayer vous-même de votre côté pour pousser cette offre de 70 ans. Sur la partie enquête de satisfaction, là aussi on y attache une attention toute particulière pour veiller à ce que les avis clients soient remontés, soient utilisés et utilisés de la meilleure manière possible. Enfin, sur la techno, donc c'est un sujet qui tient à cœur, auquel Jean tient à cœur particulièrement. On a fait dans l'ombre, depuis début septembre, un gros travail de dépoussiérage et de refonte des techniques de l'ensemble de l'infrastructure digitale d'Azureva, de manière à refaire un site, à recréer un site et recréer des applications, et à nous mettre vraiment totalement en ligne sur le marché par rapport aux attentes techno de nos clients. En termes de comportement multicanal, on commence à regarder sur son téléphone une dispo, une destination, et puis ensuite on finit chez soi la réservation sur un ordinateur, et puis on appelle le centre d'appel parce qu'on a besoin de rajouter un chien ou un autre service. Eh bien, toute cette approche multicanal est en cours d'être finalisée, et un très beau site a été lancé il y a une dizaine de jours. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce nouveau site pour la clientèle grand public, qui va évoluer, qui va nous mettre en avant et en particulier réinscrire les valeurs dont on a parlé, dont Jean a bien fait la présentation tout à l'heure, ces valeurs ancestrales que tout le monde attend aujourd'hui, mais qu'il faut marketer, qu'il faut imprimer avec des expériences, avec des traductions expérientielles et inspirationnelles, de manière à déclencher l'acte d'achat et l'envie de venir chez Azureva. Au final, voilà, je vous remercie. Bruno, une question. Est-ce que tu sais dire sur ces sujets-là, d'innovation techno-digitale,
Comment l'entreprise se situe par rapport à ses concurrents? Vous êtes plutôt quoi? Plutôt dans le timing? Vous êtes plutôt en retard? Vous êtes en avance? Plutôt en retard. Plutôt en retard si on part sur des chiffres très précis. La part d'Internet représentée sur le premier semestre, sur le dernier semestre, deuxième semestre 2021, 15% des réservations au total. Le bench marché est plutôt de 30%, voire 35% vis-à-vis de la concurrence. Donc on a une belle marge de manœuvre. Évidemment, on compte beaucoup sur les nouvelles dispositions pour progressivement switcher et donc se remettre dans le bench de 30%. D'accord, donc vous allez galoper. On galope déjà. Ok, merci Bruno. Et donc il y a bon, j'entends du développement, de la différenciation, j'entends beaucoup d'innovation. Hein. Super projet pour les 70 ans qui viennent. Ça coûte peut-être un peu de sous, non? Oui, alors évidemment, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du positionnement, je dirais, moral, intellectuel, des valeurs, mais évidemment, derrière tout ça, il y a un positionnement financier. Et le travail qu'on a pu faire pendant la période de crise Covid a été aussi de repenser complètement nos moyens de financement pour se dire que on se fixait comme objectif dans un délai de 5 ans d'avoir rénové la totalité des sites. Alors pas forcément comme celui-là, puisque là c'est une rénovation profonde, et je dirais quelques mots avant de passer la parole au directeur régional de la Caisse des dépôts, mais je dirais qu'on aura des rénovations, on a déjà eu des rénovations, par exemple si on prend le site de Bussan, il a été entièrement rénové cette année, le site de Lacano a été entièrement rénové, et quand je dis entièrement, c'est-à-dire évidemment une revisite de tous les logements, mais une revisite aussi de tous les communs pour aller encore plus loin dans le positionnement que l'on veut. Et donc cette année, bon, évidemment à chaque fois, il faut que notre conseil d'administration valide les étapes. Mais la proposition qui va être faite très rapidement, c'est d'en rénover 5 supplémentaires cette année. Et on a comme objectif dans 5 ans, enfin 5 ans après 2022, c'est en 2026-27, d'avoir rénové la totalité. Alors évidemment, ces rénovations ont besoin d'un financement. Et ces financements-là, il y a deux méthodes. Soit on le fait, j'allais dire, sur des investissements solitaires, on va dire, Azureva, avec des partenaires bancaires traditionnels. C'est les emprunts traditionnels immobiliers. Soit on le fait avec l'aide de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire qu'on fait un démantèlement, si vous voulez, de la propriété et de l'exploitation. Et avec la Caisse des dépôts, on s'associe sur une SAS, enfin un support foncier pour la propriété, pour refaire la chose. Et après, alors on veille à garder la majorité, d'abord parce que je crois que la Caisse des dépôts, c'est pas son leitmotiv de rester propriétaire d'un bien comme celui-là. Mais nous, ça nous rassure aussi quand même un petit peu. Et après, Azureva l'exploite et est copropriétaire avec la Caisse. Donc ce partenariat, pour nous, il est fondamental lorsqu'on est obligé de restructurer de fond en comble. C'est-à-dire que le travail qui a été fait ici, à titre, parce que je ne pense pas que Julien nous en parle, là ici, il a fallu, le plafond était là. Donc il a fallu remonter tout le plafond. En haut, c'était la salle de séminaire. Il a fallu faire des chambres. Donc c'est quand même des travaux. Bon, à la place du spa, il y avait des chambres qui donnaient sur un court de tennis. Original. Donc c'est pas des petits travaux, c'est pas en allant voir un établissement bancaire qu'on dit bah, tiens on va faire ça quoi. Il faut qu'on ait une vraie machine et cette machine là n'est possible qu'avec l'aide de la caisse qui pour nous a deux avantages. D'abord un œil bienveillant sur avec un fonds, bon je sais pas si vous en parlez mais voilà bon donc un œil bienveillant avec un fonds particulier, mais aussi une crédibilité qu'on a acquise depuis 2015 auprès des banques, mais qui se multiplie par le phénomène de boule de neige.
Voilà. Et pour revenir à la digitalisation, c'est vrai que Bruno nous disait qu'on était en retard sur la commercialisation, mais je tiens à dire qu'on est très en avance sur la digitalisation interne. Et c'est quelque chose qui tient à cœur dans la Caisse des dépôts, digitalisation et durabilité. Et c'est d'ailleurs pas que la Caisse des dépôts, même tous les fonds associés, du tourisme social ont une vraie vision sur le sujet. Nous sommes très en avance sur toute la digitalisation interne. Ce que j'appelle moi la digitalisation interne, c'est-à-dire aujourd'hui, si une facture arrive ici, elle est scannée tout de suite, elle est rentrée en compta au siège sans envoyer de papier, on fait zéro papier, on est en train de pousser tous nos fournisseurs, nos prestataires à venir à la digitalisation pour ne plus nous envoyer de facture, mais que tout ça passe par la boîte mail, de façon à ne plus faire de papier. Et on a tout un outil de gestion qui a été complètement développé en interne, qui permet de suivre au jour le jour la caisse d'ici, mais aussi la caisse du village de Longeville. Tout ça a été fait parce que cette digitalisation, elle a pour moi 3 parties. Il y a une partie interne, donc là on est très en avance. Il y a une partie commerciale sur laquelle Bruno Mounier travaille pour rattraper un petit retard. Et puis il y a une 3e digitalisation à mon sens, qui est l'expérience client. Et cette expérience client, on travaille aujourd'hui sur le fait que ce que l'on souhaite le plus, c'est que la digitalisation n'enlève pas l'humain, n'enlève pas nos valeurs. Que ce soit un plus, mais pas à la place. Et c'est un gros combat, parce que comme vous le savez dans le tourisme, les clients salariés sont moins nombreux qu'avant. On a vite fait de se dire, finalement, tiens, si j'ai pas de salariés, je mets une boîte informatique et ça marche. Non, c'est pas ça la digitalisation. C'est mon salarié est là, il va passer plus de temps avec son client, il va faire autre chose, il va avoir plus d'impact humain, et donc je lui mets une boîte informatique qui va le soulager de choses qui n'ont pas d'intérêt. Et ça, c'est un gros travail parce que la pente est très, 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 très glissante pour se dire, on n'en a que 4 au lieu de 5, je mets une machine et puis ça fait le 5e. C'est pas ça le but. Voilà, donc là-dessus, on travaille beaucoup. Vous êtes resté un excellent commercial. Hein. Non. C'est Je ne suis pas commercial du tout, j'ai un directeur commercial qui est très fort. Il n'y a pas de cession à venir par rapport au financement. Vous gardez l'ensemble de vos établissements. Il n'y a pas de secret. Le financement, le plan de rénovation qu'on a bâti est fait en plusieurs parties. Petit 1, en effet, on a un financement propre, puisque je vous ai dit au début que notre situation financière était correcte, donc ça nous a permis d'avoir une part d'autofinancement. Il y a une part de cession d'actifs, puisque en 2020, on a décidé de se séparer d'un village qui était déficitaire et qui ne répondait pas aux attentes des clients, je dirais, sur le plan structurel. Il aurait fallu investir beaucoup, donc on s'est dit autant se séparer de ce village, mais de réinvestir sur les autres pour les amener à la bonne taille, de correcte immobilière. Et puis, il y a le plan dont va nous parler M. Martinez, qui est le plan de relance, qui est de plan de rebond qui a été décidé par l'État, qui est géré par la Caisse, dans laquelle la Caisse, pour nous, a c'est 2 partenariats différents. Il y a un partenariat comme ici qui est une foncière, on est associé sur l'immobilier, et puis il y a ce fonds de relance qui est investi, qui est rentré directement dans Azureva et qui permet de compléter la part de financement pour la digitalisation, la durabilité et l'immobilier. Mais ça, je voudrais que M. Martinez nous en parle. Donc on laisse oui, allez-y. Oui, tout à fait. Juste pour comprendre justement le fonctionnement et connaître le modèle économique et de voir si le modèle est en train d'évoluer, si je comprends bien, l'association existe et au départ l'actionnaire unique de la société commerciale Azureva. Alors, l'association est propriétaire. Comme dans certains équivalents un petit peu de modèle économique, il y a à la fois la société d'exploitation et la société foncière. Est-ce qu'il y a une foncière Azureva qui est également propriété de l'association? Et à partir de là, est-ce que vous évoluez sur un modèle économique qui pourrait être différent? Je l'ai vu chez un de vos confrères concurrents. Dans le contexte actuel où il y a un certain nombre de sociétés qui ont été en difficulté et qui fonctionnaient plutôt sur le modèle pierre et vacances, avec des beaux commerciaux, certains propriétaires n'ont pas été rémunérés correctement par le bailleur, et se tournent vers des sociétés qui sont comme les vôtres pour évoluer sur un modèle où c'est effectivement une reprise de beaux commerciaux. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait vous intéresser dans le développement, de regarder des situations, des opportunités
Mais ça change effectivement de modèle parce que vous n'êtes plus propriétaire unique, vous êtes exploitant avec des copropriétaires. Juste expliquer déjà comment est le fonctionnement actuel et vers l'évolution du modèle. J'ai bien compris l'intervention de la Caisse sur des foncières ponctuelles. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre modèle où vous seriez intéressé par de la copropriété? Alors le modèle actuel, il y a 4 ans, il y avait une association, Azureva, qui était à la fois propriétaire et à la fois exploitant. Il y a 4 ans, avec Roquebrune-Cap-Martin, sur un cas unique, nous avons créé une foncière en association avec la Caisse. Et nous avons donc scindé la propriété de Roquebrune-Cap-Martin entre la foncière qui est propriétaire, copropriété Caisse des dépôts et Azureva, et l'exploitant qui reste Azureva. Ce modèle-là, qui est nécessaire, comme je l'ai dit, dans les gros investissements, on l'a répercuté ici, on en a fait, mais une nouvelle foncière. On n'a pas fait la même foncière. Toujours la même association, mais une nouvelle foncière. Ce modèle-là va être sans doute proposé pour encore 2 établissements qui ont des vraies rénovations complètes à faire. Après, on ne tient pas à évoluer trop dans ce modèle-là, puisqu'on tient à ce que l'association garde un patrimoine immobilier en pleine propriété, qui pour nous est quand même une garantie de survie en cas de problème économique. Ce qui n'est plus le cas quand vous êtes bailleur. Par contre, dans le développement du nombre de sites, nous regardons des prises en gestion d'autres propriétaires et pourquoi pas, si nous avons un montant à investir, à co-investir, que ce soit avec la Caisse ou avec d'autres fonds, sur un bien immobilier dont nous ne serions que gestionnaires. C'est possible, mais c'est pour le développement. On ne le fera pas pour la globalité des sites. Dans le contexte actuel, est-ce que vous voyez effectivement qu'il y a des opportunités qui se présentent? En général, quand il y a une situation difficile, ce n'est pas forcément les meilleurs sites, ce n'est pas forcément les meilleurs modèles qui en sortent, mais est-ce que quand même vous voyez des opportunités où le marché va se réguler tout seul? Alors on voit quelques opportunités. Je pense malheureusement que dans les mois qui viennent, ces opportunités vont être en nombre grandissant, puisque ce n'est pas un secret, si la crise doit avoir un impact sur certaines structures, c'est à partir d'aujourd'hui où on arrive en date de remboursement de PGE que ça va commencer à arriver. Donc il est possible que les opportunités s'accélèrent. Nous, aujourd'hui, notre priorité du plan financier jusqu'en 2026 va sur la rénovation de tous nos sites. C'est notre priorité. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que l'opportunité soit exceptionnelle pour qu'on bouge avant 2026. Parce que ce que l'on veut, c'est avoir toute notre offre à un niveau assez intéressant. Et si on commence à investir aujourd'hui sur une nouvelle opportunité, on risque de prendre du retard dans ce plan. C'est bon pour vous? Ah ben, oui, c'est vrai. Avec les valeurs qu'on défend, il vaut mieux, mais bon. Ah, il y a un créneau de tir, oui, tout à fait. Mais bon, là, on a quand même un programme de rénovation qui est à 36 millions d'euros. Maintenant, si la Caisse me pousse un peu, peut-être qu'on peut proposer à notre conseil d'administration un développement plus important. Mais il y a la Caisse, il y a la Banque des Territoires, il y a BPI, ils sont prêts aussi à apporter. Hein. C'est un peu la même maison. C'est les partenaires. Mais ouais, monsieur Martinez, si vous voulez. Mais il y a des fonds spécialisés quand même. Voilà. Merci. Donc monsieur Martinez. Patrick Martinez, donc le directeur régional de la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts. Hein, donc, voilà. Bon, avant toute chose, hein, je tiens à saluer évidemment Monsieur le Président, Jean-Luc Menel, Jean-Paul Chouat, directeur général, mais également les représentants de l'établissement, que ce soit Christophe Desroseaux ou Stéphane Mauduit, et mon équipe qui est là et qui a porté évidemment ce projet à vos côtés. Hein, voilà. Quelques éléments. Enfin, là, on en est revenu à un sujet qui est un sujet central, hein, traversé par la crise Covid, mais également celle qui est en cours et qui, celle-ci, ne fait que démarrer, et ses effets également. Hein, c'est évidemment, aujourd'hui, les activités reprennent, elles reprennent très fortement, et ça c'est bien pour tout le monde,
Mais on est confronté postérieurement à la question de l'interruption d'activité, à la question de la capacité d'investissement des ménages. Donc on a ce sujet. Ce matin, l'INSEE a annoncé un 4,5 points de hausse d'inflation sur une année. Ça a un impact sur les choix que feront les ménages, et notamment en termes de capacité à s'autoriser du loisir. Donc s'autoriser du loisir, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à la Caisse des dépôts, Banque des territoires depuis très longtemps. Et je reviendrai sur la question du Fonds social tourisme investissement notamment, puisque ce n'est pas un sujet qui est sorti au moment du Covid, mais ça a toujours été un sujet, une préoccupation de la Caisse des dépôts dans ses valeurs de favoriser le développement du tourisme social. Mais au-delà de ça, ce que je voulais rappeler, c'est que le plan de relance a permis à la Caisse des dépôts dans sa globalité, Banque des territoires, BPI, de mettre 3 milliards d'euros sur table. Et sur ces 3 milliards d'euros, il y avait 150 millions d'euros qui étaient consacrés à la question de l'appui au tourisme social à travers ce fonds tourisme social investissement. Ici, nous avons donc l'illustration de plusieurs facettes de cette intervention. À la fois dans le cadre d'un prêt subordonné qui a été fait parmi les 150 millions d'euros au groupe Azureva, et à la fois, effectivement, et je veux dire, je saluerai les éléments de modernité dans leur ensemble concernant le groupe Azureva, dans l'évolution finalement des capacités de portage et dans le fait de travailler avec ceux qui apportent la ressource, mais dans l'intérêt général. Je veux dire, on n'est pas aujourd'hui le représentant exclusif de l'intérêt général, mais c'est une marque de fabrique, puisque vous le savez, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'argent que les Français nous confient aille là où les Français ont envie de le voir utilisé. Et je pense que la question du tourisme et de l'accès au tourisme pour tous, c'est pleinement dans la cible. Donc partant de là, la question effectivement du portage immobilier est un élément qui peut être un frein au développement ou au maintien de la qualité de l'activité. Du coup, notre capacité effectivement à Roquebrune, comme ici, avec Link City, que je tiens à saluer également, qui a fait un travail avec nous important et qui est un partenaire fidèle, de pouvoir effectivement vous offrir l'opportunité de pouvoir faire ça si vous le souhaitez. Car vous l'avez très bien dit, aujourd'hui c'est vous le maître de la stratégie du groupe. Et donc l'opportunité qu'on vous offre n'est pas un élément qui doit être considéré comme un format d'OPA sur la partie immobilière ou activité, mais plus sur un relais de croissance et sur une opportunité à faire différemment, mais à faire tout simplement ce que nous faisons d'ores et déjà dans un de nos métiers principaux, qui est l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, aujourd'hui on éclaire le segment tourisme, c'est de se dire, mais c'est quoi finalement le cœur de métier? Est-ce que c'est l'activité ou est-ce que c'est les murs? Et la capacité pour nous à pouvoir vous donner l'occasion de revisiter votre stratégie tout en gardant en tête la question de la gouvernance et de la stratégie pour vous, en partageant un certain nombre d'éléments, je pense que c'est une réponse supplémentaire que vous avez dans vos analyses et dans vos projections. Et j'entends, cher Jean, que nous aurons peut-être à nous reparler prochainement d'autres sujets que nous pourrions à mettre en œuvre. Je voudrais finir sur une question quand même qui nous tient à cœur également, c'est féliciter le groupe. Féliciter le groupe parce que je pense que vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui ne sont pas financiers. Bon, la crise ukrainienne va peut-être nous renvoyer plus sur des problèmes de liquidité, de taux, mais jusqu'à présent, ces crises qu'on a traversées, notamment Covid, n'étaient pas une crise financière au titre de la crise de l'année 2008-2009. On était dans autre chose. Et en tout état de cause, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la capacité d'intervention financière qui manque. C'est plus effectivement la qualité du projet, la volonté de faire. Et je veux revenir pour finir sur les valeurs. Le tourisme social, vous l'avez très bien évoqué, c'est le tourisme pour tous. C'est un tourisme qu'il faut dépoussiérer dans son marketing. Et c'est aussi garder la qualité d'approche que ce tourisme renvoie, c'est-à-dire la capacité à créer un contexte de qualité, de solidarité et d'accès aux vacances pour tous. Je pense que notre société en a bien besoin, d'une capacité à trouver des éléments de cohésion et de qualité du bien vivre ensemble. Et Azureva, à travers ses actions, offre cette possibilité. En plus, en apportant une valeur telle que nous la voyons à travers cette infrastructure, c'est-à-dire il est possible, à des prix modérés, d'avoir un service et une qualité de service. Et je finirai sur l'humain parce que je pense que c'est quand même le sujet qui règle tout le reste.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier ce qui se passe. On est en Nouvelle-Aquitaine, on est une des premières, voire la première région touristique française. La première des problématiques, c'est certes la qualité des infrastructures, c'est surtout la qualité des hommes et des femmes au service du tourisme, et c'est surtout la recherche des hommes et des femmes au service du tourisme. On a cette problématique est très aiguë. Il y a eu effectivement une reconsidération assez positive. Vous me direz, ça suffit jamais suffisamment de la question salariale, mais il y a le sujet du temps de vivre et du temps du travail, et il y a aussi le sujet de rendre les métiers du tourisme attractifs. Et ça, c'est une des problématiques sur lesquelles on souhaitera également accompagner le groupe Azureva sur effectivement la qualité à travers ce que les hommes et les femmes proposent au titre du service, parce que l'humain, c'est quand même ce qui règle tout, me semble-t-il. Merci beaucoup, M. Martinez. Je suis vraiment très touché de la cohérence entre les hommes et la finance, quoi. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Cette belle cohérence entre l'investissement financier et l'adéquation avec la qualité des équipes, quoi. C'est vraiment, je veux dire, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage d'Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Je veux dire, le format du capitalisme social, si je peux dire, c'est quand même le retour à des valeurs qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est quand même, le sujet de l'argent, c'est aussi pour les hommes et les femmes, il ne faut pas l'oublier. Ouais, et quand on sait à quel point les jeunes générations sont sensibles au sens, ça résonne beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette inauguration. On aura encore un peu de place s'il y a des questions, Jean. Oui, si jamais vous avez des questions, et puis je voudrais quand même saluer, parce qu'on on l'a dit, mais rapidement, le travail énorme fait par les équipes de l'UNAT, et notamment de Simon Thiraud. Je nomme son nom parce que les entreprises sont avant tout faites par des hommes et des femmes. Donc le travail énorme qui est fait sur le sujet du dépoussiérage, si on peut dire ça comme ça, et de la recherche d'un nouveau, pas nouveau, mais d'un élan, d'une continuité d'élan du tourisme social. Et ça, je voulais le saluer parce que c'est un travail très compliqué, très difficile, puisque c'est un travail qui est le lien entre toutes les institutions et les opérateurs, que les opérateurs sont très disparates, donc ce travail est très pénible. Et je voulais saluer aussi Link City parce que ce travail de rénovation est fait avec des moyens, avec des idées d'abord, des moyens, mais aussi avec des professionnels. C'est-à-dire que ni la Caisse des dépôts, ni Azureva ne sait et ne peut faire. Et l'apport de Link City dans les deux projets que nous avons faits, alors bien sûr on les met en concurrence, je veux être très clair avec Link City, mais l'apport qui a été fait sur ces deux opérations que nous avons fait allait beaucoup plus loin que celui d'un bâtisseur, je dirais. Ça a été un accompagnement dans la démarche avec la Caisse, avec les partenaires financiers, avec le constructeur. Bon, en l'occurrence, Link City étant une filiale de Bouygues, le constructeur était Bouygues. Mais tout ce lien qui existe et qui fait que et donc le travail ici, puisque je crois qu'on va lui laisser juste vous expliquer rapidement l'ancrage dans le territoire de notre architecte, n'est aussi que le résultat de ce que veulent nos administrateurs, de ce que moi j'interprète et que je donne, et de ce que Link City comprend, et de ce qui à la fin passe à l'architecte et qui va enfin à Bouygues qui construit. Tout ça avec des financements qui ont été trouvés. Et dans un financement qui doit rester à l'euro près. C'est-à-dire que nous travaillons, nous, que sur des CPI, ce qu'on appelle, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire en fait des prix garantis. Parce qu'il est très vite fait dans l'immobilier, et c'est pas notre métier, nous, l'immobilier, on s'y met parce qu'il faut, mais c'est pas notre métier, c'est très vite fait de déraper, dire un projet, voilà, ça coûte 2, et puis à la fin, il a coûté 4, on va voir comment on fait. Non, on va pas voir comment on fait, on l'a prévu à 2, on le fait à 2. Voilà, ça, et donc je voulais les saluer. Voilà. Oh, merci beaucoup. Il y en a un qui a bien travaillé aussi. Ben oui, c'est Julien Maugan. Alors Julien Maugan, c'est notre architecte, et je pense que le travail qui a été fait là nécessite une petite intervention de Julien. Merci, ça sera une petite intervention, parce que Jean m'a déjà demandé que ce n'était pas une conférence d'architecture, donc il fallait effectivement que je tienne mes délais, parce que je suis assez insatiable. Donc j'ai préparé un petit document pour me tenir, pour dire le plus de choses possible, en un minimum de temps.
Je vais commencer par évidemment remercier Link City et Sébastien Chauvet ici présents qui m'ont amené dans cette aventure. Alors je pense que c'était à double intérêt. Ils savaient que j'étais aussi d'ici et que j'étais peut-être l'homme de la situation, mais en tout cas ils m'ont présenté Jean et donc je les en remercie. Alors, qu'est-ce que le tourisme du 21e siècle? Alors, me fait le PowerPoint du coup. Je vais essayer de ne pas le regarder pour ne pas me laisser perturber. Donc, qu'est-ce que le tourisme au 21e siècle? On est tous d'accord aujourd'hui que ce qui fait la réussite d'une expérience, c'est la qualité, c'est l'authenticité, c'est la complétude de cette expérience. Donc, nous devons tous ensemble mettre en œuvre les conditions optimales pour une immersion réussie. Alors il y a bien sûr, on en a parlé, la qualité du service proposé, de ceux qui le font vivre, ce service, l'animation, la gastronomie ou la culture locale. Et puis en ce qui me concerne plus précisément, il y a le cadre, le lieu, l'alentour, le support de cette expérience. Alors bien sûr, quand on me demande de venir restructurer l'hôtel du Parc, il ne suffit pas ici de choisir un beau meuble, une belle véranda ou une belle couleur. Non, il s'agit de comprendre le lieu. Il s'agit de le révéler au travers d'une démarche sincère, aboutie, complète. Il s'agit pour nous de faire rejaillir l'esprit du lieu. Alors nous avons beaucoup de chance. Azureva, de par son histoire, on en a parlé, possède un patrimoine sensationnel sur des territoires d'exception. Et évidemment, dans ce contexte, l'esprit du lieu, c'est quand même assez évident de le faire rejaillir. On a quand même des bonnes bases. Donc, lorsque j'ai rencontré Jean Pauchois pour la renaissance de cet hôtel, mon propos annonçait évidemment cette démarche un peu complète, un peu intellectuelle, un peu culturelle, un peu une démarche de fond. Il s'agit d'accueillir le visiteur dans une expérience osegorienne, authentique, aboutie, sincère, totale, afin qu'elle soit inoubliable. Et donc nous nous sommes immédiatement compris et il n'y avait plus qu'à faire. Alors je vous parlais d'Hossegor, parce que certains d'ici sont d'Hossegor. Je vous salue, monsieur l'adjoint au maire. Alors moi aussi, je suis d'ici. Mon père habite à Souston, ma mère habite à Dax. Mes grands-parents avaient acheté sur la plage nord, dans les années 60, un appartement où j'y ai passé toute mon enfance. Je suis aujourd'hui à Bordeaux, mais enfin, c'est ici que j'ai passé toute mon enfance. Hossegor, pour nous tous, c'est l'élégance océane, c'est le slogan depuis toujours. C'est la station des sports élégants. Hossegor, c'est une ville nouvelle qui s'est développée à partir de l'entre-deux-guerres, dans les années folles. C'est l'apogée du style art déco. Alors, je vous parlais des frères Gomez et de Louis Lagrange, donc des architectes ancrés dans le territoire, qui ont bâti de somptueuses villas autour du lac, qui ont bâti le Sporting sur le canal qui est le fleuron de la ville, où l'on danse, où l'on joue, où l'on pratique la pelote basque. Le front de mer également d'Hossegor. Et ils conçoivent l'hôtel du Parc ici en 1926. Les frères Gomez vivent avec leur temps. Ils ne sont pas passéistes, mais ils souhaitent amener ce mouvement art déco vers un style régionaliste. C'est-à-dire qu'ils souhaitent puiser dans l'architecture vernaculaire, les codes de cette architecture vernaculaire basco-hollandaise et les emmener vers une modernité. Donc de là naît le style hossegorien. Donc de là naît le style hossegorien qui fait tout ce caractère dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces bâtisses d'inspiration basco-hollandaise, mais qui sont réellement dans un mouvement art déco. Donc voilà, une fois qu'on avait compris tout ça, tout était là, la feuille de route était tracée. Il s'agissait donc de s'inspirer de ce style régionaliste art déco, mais sans nostalgie, sans caricature, et de l'inscrire dans le XXIe siècle avec les lignes et les techniques que nous avons aujourd'hui. Le fait de vouloir revenir dans les années 1926 aurait été en quelque sorte une façon de trahir les frères Gomez, qui, comme je le disais, n'étaient pas passéistes, mais qui souhaitaient réellement inscrire cette régionalisation dans leur temps. Donc c'est un peu ce que nous avons fait aujourd'hui ici.
Nous avons recueilli un bâtiment qui avait subi des extensions assez maladroites pendant une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Et nous avons décidé de suivre la démarche comme si les frères Gomez avaient en 2021 réalisé l'ensemble de cet ouvrage. Voilà, donc alors je serai évidemment disponible pour plus de questions un peu plus précises sur tous les détails de cette restructuration. Ce n'est pas l'objet, hein, là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et voilà. Ce que je vous souhaitais dire aussi, c'est que je ne suis spécialiste en rien. Je ne suis absolument pas spécialiste en art déco régionaliste. Je fais un peu de tout en architecture, beaucoup d'équipements, beaucoup de logements. Là, en ce moment, je travaille sur Pau pour François Bayrou pour un théâtre, pour le grand orchestre et pour le théâtre. Il souhaitait une salle qu'elle soit un peu nationale. Donc on est spécialiste en rien. Quand on est architecte et qu'on veut avoir une démarche aboutie, pleine et complète, eh bien, il faut s'immerger, il faut se poser les bonnes questions, faire beaucoup de recherches. Vous avez vu dans ces visuels beaucoup de travail d'archives pour essayer de comprendre le lieu et pour essayer d'amener ce lieu, ce cadre, donner les moyens à ce cadre d'être le support d'une expérience pleine, aboutie, surtout sincère et complète. Voilà. Essayer de ne pas tomber dans l'artifice. J'en parlais de Mickey tout à l'heure, d'Euro Disney. Il me semble que dans les villages Azureva, qui sont tous dans des lieux assez exceptionnels, si on arrive à révéler à chaque fois l'esprit du lieu, la puissance du lieu, pour faire que ce cadre puisse exprimer tous ses moyens, eh bien déjà vous aurez un grand travail de fait, en tout cas au niveau du cadre. Voilà. Je vous remercie. Julien, vous êtes spécialiste en rien, mais fort passionné par votre métier. Hein. Et ça, c'est magnifique. Et avant qu'on profite aussi de l'esprit et de la gastronomie du lieu, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de profiter justement des lieux et que Jean conclue? Il y a une question là-bas. Alors, peut-être je vous amène le micro, comme ça tout le monde entend. Oui, bonjour. Donc, David Reynal, journaliste pour l'Indigo Mag. J'aurais une question pour Monsieur Pochois. Vous avez parlé au départ de l'origine d'Azureva, le fait que tous les clients étaient postiers au départ. Est-ce qu'il y a toujours une affinité des postiers à Azureva? Est-ce qu'il y a toujours... Quelle est la part de la clientèle postière à l'heure actuelle? Alors oui, on ne va pas revenir sur l'histoire. En effet, au départ, Azureva a été créé par les PTT et par les salariés pour offrir des vacances pour les salariés des PTT. Donc il y a eu une première diminution avec le départ d'Orange, puisque post-Orange. On a gardé avec Orange des liens privilégié, je dirais. Le CSE d'Orange est un CSE qui compte. Les postiers ont diminué peu à peu pour plusieurs raisons. D'abord parce que le nombre de salariés de la Poste a diminué en partant dans des filiales, et que donc quand on travaille dans les filiales, d'ailleurs on est en train de travailler avec Bruno Mounier sur ces statistiques, on n'appelle pas ça forcément le postier, alors qu'en fait on est dans une filiale. Donc il y a sûrement un travail à refaire. Aujourd'hui on est à 24%. Voilà. Et de toute façon, comme il n'y a plus vraiment en France d'esprit corporatiste, là c'est général, hein, je ne dis pas ça que dans la Poste, c'est vrai dans toutes les institutions, on s'attend, on prévoit une diminution encore dans les 2 ans qui viennent, parce qu'Internet, parce que la volatilité de la clientèle en général, mais il y a un attachement quand même des postiers qui sont clients chez nous, il y a un attachement à la marque et à ce que l'on défend. D'autres questions? Oui, on avait commencé à aborder le développement. Il y a souvent, quand on fait un plan stratégique, il y a une espèce de chiffre magique. Là, vous êtes à 43, si je compte bien. Est-ce qu'il y a un chiffre 50 à 5 ans qui est intéressant pour motiver les équipes de développement? Donc, est-ce qu'il y a des projets en cours? Et quand on s'était rencontrés, je crois la première fois il y a 4-5 ans, vous aviez évoqué notamment le fait d'adjoindre alors on ne dit plus les campings, on dit de l'hôtellerie de plein air, qui paraissait un secteur en développement et très intéressant. Est-ce que c'est un secteur sur lequel vous êtes plus présent? Alors, deux questions, donc de réponses. La première, on n'a pas
de velléité aujourd'hui, même on a d'autres moyens pour motiver nos équipes. Hein. La rénovation de 100% des sites en 2026 est déjà un moyen, je dirais, très, très puissant pour nous et pour nos clients. On ne s'est pas fixé de chiffres d'augmentation de nombre de destinations. La deuxième question, oui. Alors, du camping, on est passé à l'hôtellerie de plein air, et de l'hôtellerie de plein air, on a tendance à parler des gros mastodontes de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire le tourisme de masse. 3000 personnes sur un même site, la piscine au toboggan, voilà, il y a le glamping, voilà. Non, mais en général, on a ça. Maintenant, il y a les nouveaux acteurs qui proposent une nature moins massive. Utopia en fait partie. D'ailleurs, nous travaillons en collaboration avec Utopia pour la rénovation d'un de nos sites. Alors, ce n'est pas une association entre Utopia et nous, c'est qu'Utopia a une filiale qui s'appelle Equipia, qui construit des chalets pour Utopia et qui sont l'esprit que l'on veut développer sur certains de nos sites. Et notamment, on a un camping à Oléron qui est un camping nu aujourd'hui, qu'on a équipé en ce qu'on appelle VRD, c'est-à-dire pour pouvoir mettre des bungalows. On est en train d'y penser et ça devrait être fait. Alors après, le problème qu'il y a dans tout ça, c'est que le bois, ces derniers temps, outre le prix qui augmente, il y a une disponibilité du matériel qui est indéfinie. Donc on est en train d'y travailler. Et Argelès, par exemple, où on a aujourd'hui des constructions en dur, on est en train d'y penser aussi comment faire une hôtellerie de plein air. Donc oui, la réponse est on a tendance, mais on va toujours garder notre fil conducteur qui est de l'espace et de l'espace. C'est-à-dire qu'on n'ira pas mettre des bungalows côte à côte pour rentabiliser. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, le taux de retour, la caisse ou d'un autre partenaire, la banque, comment on fait pour garder des prix à peu près corrects et ne pas augmenter trop les surfaces. C'est-à-dire quand vous ouvrez, vous voulez, et que vous tombez chez le voisin, c'est moins sympa. Une autre question ? David Savary pour Sport et Tourisme. Je voulais avoir un petit point sur cette saison été qui s'annonce. Où est-ce que vous en êtes des réservations ? Sur 2021, vous avez, j'ai lu un peu plus de 100 000 clients. Combien vous en espérez en 2022 ? Alors, il y a confusion dans les chiffres. On a 100 000 clients pour 1 million de nuitées. 1 million, c'était le chiffre 2019. Donc sur la saison 2022, à notre grande satisfaction, mais aussi étonnement, vous savez qu'on a une segmentation clientèle chez nous particulièrement importante, qui est la clientèle individuelle, familiale, la clientèle groupe et la clientèle séminaire. La clientèle groupe et séminaire est revenue très fortement, mais très rapidement. C'est-à-dire que la crise semble au contraire avoir été un détonateur de besoin de se retrouver, que ce soit en groupe ou que ce soit en professionnel. Ce qui veut dire que notre chiffre 2022, on a déjà atteint notre budget et on va le dépasser largement. Sur la clientèle individuelle, on n'a pas gros soucis, mais on s'aperçoit de plus en plus, et je pense que vous devez le savoir dans le métier, que les réservations se font beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire qu'avant, en mai, on savait déjà ce que serait notre été. Aujourd'hui, on le projette. Et la location va se faire entre aujourd'hui et le 15 ou 20 juillet. Voilà, c'est cette période dans laquelle, pour le mois d'août, je parle. Trop contraignant d'évoluer justement dans ce contexte d'ultra dernière minute. Alors c'est très contraignant, parce que tout le casse-tête de notre service commercial et de Bruno Monnier, c'est est-ce que pour accélérer, je baisse les prix ? Je fais des promotions, ce que pas mal on voit. Là, la promotion des 70 ans, c'est une promotion des 70 ans. C'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on fait une promotion pour remplir plus vite, ou est-ce qu'on essaye d'attendre et d'être attentiste et d'attendre notre client traditionnel ? Bon. Donc c'est un casse-tête, mais il faut s'y habituer parce que je pense que ça a commencé avant le Covid déjà, ça s'est amplifié avec le Covid, ça s'amplifie avec une élection présidentielle par exemple. Une élection présidentielle ralentit le rythme des réservations. Une élection législative aussi d'ailleurs, donc on n'a pas fini. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à ça. Je crois qu'aujourd'hui, les villages vacances et le tourisme social, et d'ailleurs tous les opérateurs, même marchands, doivent s'habituer à ça et doivent s'habituer aussi à la digitalisation, c'est-à-dire aussi à la puissance des hôtiers
c'est-à-dire à la fois de travailler avec eux, mais ne pas se faire absorber son chiffre d'affaires par les machines. Voilà, c'est un fin... Vous aviez également évoqué une petite part de clientèle étrangère. Elle est de combien? Est-ce que vous souhaitez l'étoffer et la développer, cette clientèle étrangère? Et elle vient d'où? D'Espagne Alors les pays, bon, évidemment, les pays francophones sont majoritaires, et je pense notamment à la Belgique. La Belgique est majoritaire. On a de belles réactivités du Royaume-Uni. On a de belles réactivités de l'Allemagne. On est moins fort en Hollande parce que la clientèle hollandaise est très hôtellerie de plein air avec des marques connues et gros porteurs. Donc, mais le travail qu'on fait, en effet, nous souhaitons avoir. Alors le pourcentage, je ne sais pas si vous l'avez en tête, Bruno, mais 2%. Donc on est vraiment au b.a.-ba. On souhaite le faire parce que justement, dans la rencontre, dans la mixité, c'est aussi intéressant. Là où on a un problème, et je le dis, c'est que quand vous allez chercher une clientèle étrangère, il faut que vos collaborateurs parlent anglais. C'est un détail, mais donc c'est un progrès aussi à faire, puisqu'on sait que langue anglaise en France, on n'est pas très très fort, et dans nos salariés, on n'a pas des bilingues partout. Donc on travaille sur le sujet. Dernière question ? Loïc Château, directeur du tourisme au département des Landes. Donc je voulais me féliciter, vous remercier de l'invitation et me féliciter de la réalisation de cet établissement qui s'inscrit en plein dans la philosophie, les programmes d'action et de développement du département en matière de tourisme pour tous, mais sur toutes les filières. Je voudrais une illustration qui va corroborer un peu les propos que vous avez entretenus sur le partage des valeurs d'authenticité, de partage, d'accueil, de tourisme pour tous. On est en plein dedans. Et sur toutes les formes de tourisme. Donc Hossegor, c'est l'élégance océane, c'est le golf notamment. Et nous avons monté un club de promotion du golf pour ouvrir le golf aux touristes et au plus grand nombre. Et la plupart des parcours de golf des Landes y adhèrent, ainsi qu'un certain nombre d'établissements et d'hébergements, dont le vôtre. Donc ça remplit complètement cette fonction. Le golfeur, contrairement à une image encore caricaturale qui est véhiculée par ailleurs, n'est pas forcément une clientèle élitiste. Il y a du golf de très haut de gamme. Et le golfeur moyen, le touriste golfeur moyen, est prêt à dépenser près de 100 € pour avoir accès à un parcours de golf exceptionnel, mais il n'est pas prêt à mettre 500 € dans un palace le même jour. Et donc, les offres promotionnelles qu'on peut monter grâce à ce club, avec vous notamment, nous permettent d'avoir une clientèle qui a un accueil de qualité, avec des valeurs partagées d'authenticité dans la restauration et toutes les prestations, et qui reste accessible également aux golfeurs moyens, qui dépense 200 à 300 €, tout compris dans sa journée, entre le golf, la restauration, l'hébergement, les achats locaux et le pot dans un bar à tapas sur la plage la place des Landais le soir à Hossegor. Je suis vraiment ravi de votre témoignage parce qu'on n'en avait pas parlé. C'est quand même notre objectif aussi que de s'insérer dans tout ce qui est local et d'ouvrir au plus grand nombre, puisque quand on dit pour tous, c'est pour tous, quoi. Voilà, donc c'est vraiment bien. Pour votre information, on va vous remettre, parce que je voudrais le dire, je ne sais pas si ça a été dit, on va vous remettre 4 petits documents. Un dossier de presse sur Azureva Généraliste, un dossier sur l'hôtel, un petit fascicule sur notre philosophie et un petit livre qu'on a fait sur l'hôtel qui va vous permettre d'avoir un document que je trouve intéressant, mais enfin, je vous laisserai en juger. Jean, le mot de la fin ? Le mot de la fin, je vais vous inviter à aller sur la terrasse où nous avons une petite collation. Je sais qu'il y a un certain d'entre vous qui partent très vite, donc on va y aller. Merci à vous tous.